Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi avec Régis de Castelnau, avocat. Je rappelle votre blog Vue du droit, votre livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur, et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Arnaud Stéphan, fondateur de l'agence La Note de Com, Mathieu Bachelon, communicant, président de M2B Conseil, et Alex Darmon, journaliste politique, et votre chaîne YouTube Les Indécis, c'est tout, et tous les vendredis également dans La Vérité en face de Patrick Roger avec Éric Tegner. Beaucoup de sujets aujourd'hui. Nous n'avons pas traité les 7 heures hier. On est parti sur d'autres sujets. Faut-il travailler 7 heures en plus pour financer la Sécu ? 48% des Français souhaitent que Marine Le Pen soit candidate à l'élection présidentielle. C'est notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Les Français interrogés sur le fait que de nombreux Juifs quittent la France, ils sont 12% à s'en réjouir. Beaucoup de sujets avec vous, et on parlera également de Boualem Samsal, l'écrivain qui a disparu, écrivain algérien, franco-algérien, mais les Algériens ne reconnaissent pas la double nationalité. Il n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs jours, et on soupçonne qu'il ait été arrêté à l'aéroport. Donc sujet de préoccupation. On continue notre tour de table. Alors Mathieu Bachelon, vous, c'est un coup de projecteur. C'est un coup de projecteur, tout à fait, sur la campagne annuelle de collecte pour les banques alimentaires, qui commence ce jour et qui durera tout le week-end. Donc nos auditeurs et nos auditrices vont sûrement voir des personnes dans leur supérette, dans leur supermarché, hypermarché, avec des caddies qui vont leur donner des petits mots pour essayer de récolter des biens de première nécessité. Juste rappeler, sans vous appesantir avec des chiffres, qu'il y a, selon les études, 7 millions de personnes qui sont concernées par la malnutrition, dont environ 2,5 millions qui profitent des prestations de l'aide alimentaire. C'est un chiffre, on l'a vu, qui est malheureusement en expansion et qui touche de plus en plus de personnes. On a vu les files d'attente des étudiants dans le froid l'hiver dernier qui attendaient un colis pour pouvoir se nourrir. Donc voilà, petit coup de projecteur sur ces actions. Si les personnes se disent que ça ne servira à rien, que leur contribution ne va pas servir et que c'est un peu vider la mer à la petite cuillère, effectivement, ça ne se résoudra pas d'un claquement de doigts, mais leur dire que tous les dons sont les bienvenus et qu'effectivement, même si les personnes sont très sollicitées, mais donner un paquet de pâtes ou un paquet de gâteaux, ça peut paraître dérisoire, mais c'est toujours ça. Et c'est vrai que, ou des produits d'hygiène, parce que il n'y a pas que des problèmes alimentaires, même s'il y a le terme de banque alimentaire, généralement c'est de la récolte aussi des produits des produits d'hygiène de première nécessité. Donc c'est ce week-end, c'est pendant 3 jours, supermarchés, sur l'ensemble du territoire. Régis, coup de gueule. Alors, coup de gueule, moi, je constate qu'il y a désormais des coups de projecteur. C'est très bien, c'est pratique. J'ai cherché, pour éviter d'avoir systématiquement méchant, un coup de cœur, et puis bon, j'ai été grillé par Alex. Et donc, il y a tellement de contrariétés, mais j'ai quand même fait un arbitrage à propos des questions du trafic de drogue. On nous dit qu'on est en voie de mexicanisation. La situation est préoccupante. Si vous voulez, dans le milieu de la justice, on se pose beaucoup de questions. Il y a la corruption qu'on a constatée chez les greffiers. Il y a le fait que les narcotrafiquants envoient des gens passer les concours de gardiens de prison. Il y a effectivement les dockers. Il y a la possibilité que la France bascule dans un narco-État. Et Retailleau nous le laisse entendre. Bien. Dans le même temps, la classe politique s'autorise tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, et je pense en particulier à 3 parlementaires qui ont été convaincus d'usage. Il y en a un qui a été accusé d'avoir présenté cette drogue à son fils. Il y a eu une dénonciation de l'assistante sociale auprès du procureur qui a classé sans suite sans entendre le dit parlementaire. Il y a ce sénateur qui a, dit-il, trouvé de la drogue au Sénat. Un copain du Sénat m'a donné de la drogue. Mon chat était malade, donc j'ai invité
à mon domicile une députée et celle-ci l'accuse de l'avoir drogué et d'avoir essayé de le violer et le dossier est quand même très lourd. Oui. Et puis il y a Kerbrat, lui... Joël Guerriau, c'est le sénateur auquel vous faites allusion. Oui, mais je ne donnais pas les noms, moi, parce que la présomption d'innocence. Oui. Donc, il y a Andy Kerbrat, dont on nous a dit... là, vous donnez le nom. Là, Régis, il n'y a plus de présomption d'innocence. Oui, non, mais parce que là, c'est assez chaud. En ce moment, on en parle pas mal. Et moyennant quoi... il a acheté de la drogue, il s'est fait prendre en flagrant délit un mineur de 14 ans. On imagine la situation de ce mineur de 14 ans avant, sous emprise des réseaux, pour acheter de la chemsex. Et on a appris depuis par un reportage de Mediapart qu'il avait détourné de l'argent de l'Assemblée nationale pour acheter une surconsommation. Moyennant quoi, les 3 parlementaires dont je parle, qui devront rendre des comptes à la justice, les 3 parlementaires dont je parle, ils sont toujours en poste. Ouais. Et lorsqu'on a posé la question de la démission, pour les 3, on nous a dit « Ah non, pas question ». Jean-Luc Mélenchon pour Kerbrat est monté à l'assaut. Sandrine Rousseau en disant qu'il fallait... Qu'il était malade. C'est sûr qu'un seul. Je pense qu'il y a un problème d'exemplarité. Quand vous avez ensuite les sénateurs qui votent, c'est un de nos sujets, ma chère Valérie, qui votent un texte pour qu'on travaille gratuitement un jour par an et qui, derrière, ne prennent aucune mesure. Ce Guerriau aurait dû être poussé vers la sortie. Il est membre du parti Horizon, il n'a même pas été exclu du parti. Je rappelle que le Front National a suspendu sa députée qui était accusée d'avoir détourné de l'argent pour payer la garde de ses chiens. D'accord, mais là, il s'agit de participation, comme l'a dit Retailleau. Quand vous achetez de la drogue, vous participez du trafic. Oui. Et là, il y a une complaisance tout à fait extraordinaire. Alors, je ne vais pas Alex, parler non plus. Alors, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que Joël Guerriau, il a été suspendu par Horizon, Régis, et que Gérard Larcher, le président du Sénat, a demandé à ce qu'il parte. Maintenant, Gérard Larcher ne peut pas renvoyer un parlementaire. Il y a une commission, il y a un bureau qui va être tenu. Donc, il a été suspendu. Il a été suspendu, il n'a pas été exclu. Non mais il a été suspendu. Après il va y avoir sans doute. On est en démocratie. Mais il va y avoir un bureau. On peut pas les forcer. Non, on peut pas les forcer. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis pas que. Je suis d'accord avec toi, Régis, sur le fait qu'il faut qu'il parte. On peut pas forcer Pellerin à démissionner. On peut pas forcer Kerbrat à démissionner. Il ne leur vient pas à l'idée. Moi, je suis désolé. La maire d'Avalon, il y a eu une perquisition chez elle. Un membre de sa famille était trafiquant. Elle a réintégré la mairie. Elle est assise dans... Non, je suis tout à fait désolé. Il y a une complaisance. Mais vous commencez votre propos en disant présomption d'innocence et vous dites qu'il faut les renvoyer tout de suite. Moi, je suis d'accord avec vous. Non, il y a deux poids, deux mesures qui n'est pas logique. C'est pas la même chose. Je pense que sur les cas... Il faut qu'il y ait une responsabilité et il appartient aux dirigeants des partis auxquels ils appartiennent de les forcer à démissionner. Régis a raison sur le principe. Après, il se présente en indépendant. Je pense qu'il ne faut peut-être pas faire de généralité. On a 3 cas qui sont des cas d'ailleurs différents en termes d'histoire et d'intensité entre les 3, entre Pellerin, Guerriau et Kerbrat. Ces 3 parlementaires sur, si vous ajoutez 577 députés, plus, en gros sur quasiment 1000 parlementaires. Je suis d'accord qu'il faut avoir un devoir d'exemplarité, mais ne faisons peut-être pas un raccourci en disant, en gros, tous les parlementaires, tous les politiques sont des toxicomanes et devraient donner l'exemple. C'est de l'hypocrisie. On sait très bien que la consommation est beaucoup plus importante. Et pourquoi j'ai fait mon coup de cœur aujourd'hui ? Je me méfie et on sait très bien parce que... Il manquait une information. Il y a un élu de la majorité de Tours qui a été interpellé pour trafic de drogue, trafic de stupéfiants. Oui, mais ça, c'est des cas. C'est pas seulement l'exemplarité. C'est pas seulement. Oui, c'est des cas avérés, mais on ne va peut-être pas en faire une généralité non plus. C'est le fait que la France d'en haut se permet des choses qu'on ne veut et dont on dit qu'on va les combattre dans la France d'en bas. Moi, je ne trouve pas que ce soit quelque chose de normal. Les patrons nous combattus dans la France d'en bas, si ça peut vous rassurer, quand on voit... Quand on parle de mexicanisation de la société, il faut quand même la combattre, cette mexicanisation entre guillemets. Moi, j'aime pas ce terme. Mais j'ai pas dit il suffit de lire les ouvrages de Don Winslow et on retrouve tout à fait la mexicanisation. Absolument, on trouve la même chose. Aucun doute. On marque une pause et on va continuer avec votre coup de gueule, cher Arnaud. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nous continuons nos débats. Tour de table, votre coup de gueule, Arnaud Stéphane. Oui. Oui, coup de gueule sur le traitement qui est réservé à la future équipe de Donald Trump. Alors j'avais fait un coup de gueule il y a quelques semaines en disant que ça va bien, la France et les journalistes français n'ont aucune incidence sur le résultat de l'élection américaine. Il fallait qu'ils arrêtent de sortir tous ces papiers, de faire des éditos, de nous faire des alertes. Les citoyens américains ne regardent pas France Info ni France Télévisions, ça ne sert à rien. Restez chez vous. Ne faites pas ça. En revanche, ce qui est amusant, c'est qu'ils continuent. Ils n'ont pas compris, donc il faut qu'ils s'expriment. Et aujourd'hui, on nous explique que tout est une catastrophe et que les choix de Donald Trump sont horribles. Et il y a 3 exemples qui m'ont beaucoup marqué ces derniers jours. Il y a celui de Pete Hegseth, qui est le futur ministre de la Défense de Donald Trump. Alors on nous explique, oh là là, ils ont pris un présentateur de télévision qui fait une émission le matin. C'est l'équivalent de Pascal Pro, on peut dire. Voilà, non, un peu non, pire que ça, vraiment animateur, un mélange entre comment ça s'appelle le matin déjà sur France Télévisions, j'oublie cette émission Télématin, une espèce de télématin un peu plus. Sauf qu'ils oublient de nous dire, alors ils le disent un tout petit peu quand même, qu'il est décoré 2 fois de la Bronze Star, qu'il a fait 2 séjours, un en Irak, un en Afghanistan, qu'il a combattu et qu'en effet il est membre de la garde nationale. Mais aux États-Unis, il y a une particularité, c'est que la garde nationale peut être déployée sur les terrains de combat. C'est ce qui a été le cas pour ce monsieur. Et en plus, il a le grade de major. Alors, c'est pas major comme dans la police ou dans l'armée française. Major aux États-Unis, c'est l'équivalent c'est un grade entre commandant et lieutenant-colonel. Donc, j'imagine qu'il connaît un peu la question militaire. La deuxième chose, c'est Linda McMahon. Oui. Alors Linda McMahon, c'est la patronne, c'est la femme, et elle a été patronne de la grande ligue de catch qui s'appelle la WWE, qui s'appelait avant la WWF, mais il y a eu un conflit avec le panda, donc c'est pas un panda, c'est un catcheur. Et elle, on lui dit, elle doit être la prochaine ministre de l'éducation. Alors tout le monde rigole, le catch. On montre des images de Madame McMahon sur un ring en train de mettre des claques à une catcheuse, et on dit tout ça est grotesque. Alors on oublie aussi de dire que Madame McMahon, elle est diplômée d'université, elle est même diplômée de français, et elle a le droit de donner des cours, c'est-à-dire qu'elle est prof de français. On aurait tort de se priver quand même de quelqu'un avec qui parle le français et qui aime la société française. Puis on oublie de dire aussi qu'elle a été responsable du Small Business Act aux États-Unis sous l'administration Trump. Donc elle s'est occupée de cette loi qui n'existe pas vraiment en France, qui aide les PME à obtenir des contrats. Donc encore une fois, cette vision biaisée qui s'achève par la dernière séquence, c'est celle où on explique que Elon Musk a raté son coup et que sa fusée s'est écrasée dans l'océan, quitte à mettre des fausses images d'explosion, notamment sur LCI, merci LCI. Alors pas du tout, c'était prévu, il suffit de remonter les tweets d'Elon Musk où il dit pour l'instant on l'a fait tomber dans l'eau et quand tout sera prêt, on pourra la mettre, elle pourra se poser comme les autres fusées. Voilà. Donc tout ça, on est quand même à la limite de la fake news. On est très largement au-delà de ce qu'est l'information et on est très largement dans le biais idéologique. Et ça commence à bien faire. Et Dr Rose alors Dr Rose, c'est pareil. Dr Rose, faut pas oublier que ça a été quelqu'un qui est un médecin animateur de télévision, extrêmement connu aux États-Unis. Et encore une fois, mais c'est ce qui vaut ici ne vaut pas là-bas. On s'arrête à la façade, en fait, sans chercher. Mais même pas la façade, c'est qu'on essaye de trouver des biais systématiquement. Voilà. Et encore une fois, les États-Unis sont pas la France. Il faut qu'on arrête de penser à ça. Ces gens-là sont considérés comme des gens qui réussissent. Ils sont considérés comme des gens qui ont une influence et que donc là-bas c'est reconnu. Enfin, je veux dire, ils avaient quand même élu un acteur de série B. Si on s'arrête là, qui était Ronald Reagan, en oubliant que Ronald Reagan avait été 2 fois gouverneur de Californie, qui est un des États les plus puissants, qui a aussi qui a quasiment la puissance économique des meilleurs pays européens. Donc voilà, gardons-nous de faire des comparaisons quelquefois un peu spécieuses et que surtout nos amis du service public arrêtent. Régis ? Oui, je voudrais ajouter, alors concernant la ministre de l'Éducation, la future ministre de l'Éducation nationale, appelons-la comme ça, elle a quitté la fédération en 2009. Après, elle a été chef d'entreprise et elle a fait fortune.
Hein, ça lui donne peut-être quelques titres. Bon, cela étant, c'est incroyable, c'est un délire inouï de nommer une présidente d'une fédération sportive ministre de l'Éducation nationale. Nous, on est là, on est français, on vient vous dire, mais on ricane. Je crois savoir qu'il y a un an, on avait la présidente de la Fédération française de tennis, qui était ministre de l'Éducation nationale, non? Il m'a semblé. Oui. C'est beaucoup plus chic, on se ridiculise tous les jours avec cette suffisance, avec et puis ce provincialisme, parce qu'on est toujours autant fasciné, soumis aux États-Unis, mais aux démocrates. C'est-à-dire qu'on en rajoute sur la position du Parti démocrate. Ce serait bien qu'on arrête de donner des leçons, et que on laisse les Américains se débrouiller avec leur démocratie. Exactement. Oui, il n'y a pas que LCI. Il y a eu beaucoup de. Non, je dis l'utilisation d'une image qui était fausse. L'image d'une explosion en mer. Désolé, c'est ou que le service public qui a caricaturé les ministres, l'administration Trump. Il y a eu beaucoup de journaux qui allaient dans ce sens. Cette image qui a été utilisée sur le site internet de LCI est fausse. Il n'y a pas eu d'explosion, c'est pas vrai. L'image qui a été utilisée est fausse. On va continuer on va continuer avec nos sujets. Peut-être un petit mot sur cette phrase du président de la République qui est une vidéo qui est devenue virale en marge du G20 de Rio. Il a eu un échange assez tendu avec un Haïtien, le président de la République, qui s'exprimait sur le fait que le Premier ministre avait été limogé. Écoutez la phrase d'Emmanuel Macron. Franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti en laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super. Il est défendu, ils l'ont viré. C'est terrible. C'est terrible. Et moi, je ne peux pas remplacer. Ils sont complètement cons. Ils n'auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. Il a raison sur le fond. Non, mais après, c'est quand même le président ne devrait pas dire ça. Ça vous rappelle un titre. Je sais pas, c'est quand même le président de l'ultra-communication. Il sait qu'il va être filmé. On sent que ça vient des tripes. Mais c'est surtout ça, parce qu'on en parlait hors antenne, c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu SS-117 quand même dans cette sortie, mais c'est surtout au-delà du fond, quand on a Emmanuel Macron, qu'on a quand même cette expérience, parce qu'il y a eu des petites phrases comme ça, mais autrefois. Mais je veux dire, quand on sait qu'aujourd'hui, à tout moment, tout peut être capté, tout peut être diffusé, tout peut se retrouver sur les réseaux sociaux et ensuite faire des polémiques. Je trouve ça un peu curieux, mais c'est pas la première fois. Et quoi ça, quoi ça Quoi donc? Les quoi ça oui, ce type de formules qui sont un peu... Mais c'est justement, c'est pas la première fois que ça arrive. Non. Pas la première fois que ça arrive. Ces formules un peu à l'emporte-pièce... qui sont des off sans être des off, puisqu'il n'y a plus... Contrôle de mon camarade communicant... Les offs, ça n'existe plus réellement. En plus, ils sont systématiquement crevés. Donc, ne faites pas de off. Ne faites pas ça chez vous. Voilà, ne faites pas ça chez vous. Et cette séquence est un petit peu curieuse, mais c'est pas la. Vous avez remarqué qu'à souvent, quand il y a des déplacements internationaux, il a cette propension à faire des petites sorties comme ça, avec des pas de côté un peu curieux. Les politiques, c'est récurrent. Dès qu'ils sont dans un avion ou qu'ils sont à l'étranger, il faut qu'ils racontent n'importe quoi. On en parlait tout à l'heure du off qui était un off complètement raté. C'est de l'archéologie politique, ça aussi, mais vous vous souvenez sûrement de Lionel Jospin dans l'avion qu'il ramenait de je sais plus où il avait évoqué le fait que Jacques Chirac était vieux et fatigué à vos collègues et confrères de l'époque, chère Valérie, et ça s'était retrouvé, et ça a effectivement, paraît-il, fait perdre quelques points à Lionel Jospin, notamment auprès des retraités. À la limite, en 2002, on peut se dire qu'en 2002, il y a pas des micros qui traînent partout. Là, aujourd'hui, ou alors c'est assumé. Si c'est assumé, c'est encore plus con que de dire que les Haïtiens sont cons. Moi, je suis d'accord avec toi. Je vois pas Emmanuel Macron, d'ailleurs, qui garde le silence depuis plusieurs semaines. Là, il parle pas. Quel est l'intérêt de faire ça? Parce qu'il faut qu'il se fasse remarquer. Je pense que c'est assumé. Je sais pas. Je pense qu'ils sont aussi un peu perdus. Il y a plus de pilote à bord entre guillemets à l'Élysée en termes de communication parce qu'il s'exprime plus, qu'il prend plus la lumière, que le PLF a pris le plan de finance prend toute l'occupation des Français. Et qu'Emmanuel Macron a quand même besoin d'envoyer des cartes postales aux Français. Voilà, donc moi je pense que c'est assumé qu'il fait jamais rien au hasard, le président de la République. Jamais. Donc, Régis D'accord. J'ai pas compris, vous êtes d'accord ou pas d'accord? Il parle de lui, il parle de lui, et ensuite il y a cette propension à expliquer aux étrangers ce qu'ils doivent faire. Moi, ça me surprend. Rappelez-vous le Liban.
Le drapeau, la conférence de presse avec le drapeau. Ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça. Alors, bon, c'est une discussion informelle. La forme est ni bonne ni mauvaise. C'est un débat comme ça, mais cessons, et ça nous ramène au sujet précédent, cessons de donner des leçons au monde entier, y compris là par l'intermédiaire de notre président de la République. Ouais. Peut-être qu'il peut discuter avec l'ambassadeur d'Haïti en France, peut-être qu'il peut dire un certain nombre de choses, mais qui ne viennent pas comme ça en disant « mais vous auriez dû garder ce Premier ministre ». Ouais. Attendez, c'est quand même extraordinaire. Si jamais Barnier est renversé, on imagine un dirigeant étranger venir dire mais ils sont complètement cons d'avoir viré Barnier. Ils vont le dire, de toute façon. Vous inquiétez pas. De toute façon, on ira droit. Il y a un côté un peu néocolonial là-dedans quand même. Enfin, je sais pas, je trouve. Non, mais dans la façon de donner des leçons comme ça en allant à Haïti, qui a. Il n'est pas à Haïti, il était pas. D'accord, enfin, il parle d'un État souverain, donc bon. Alors peut-être que on n'a pas le début de la conversation. Hein. C'est un Haïtien qui l'interroge, il répond. Mais il répond pas. Mais j'ai l'impression qu'il s'emballe en fait. Parce que sur le fond, on peut s'interroger sur le fond aussi. Enfin, c'est quand même le président de la France. Moi, je veux bien qu'on dise qu'il faut qu'on cesse de donner des leçons, qu'on cesse de parler. Dans ces cas-là, on n'a plus aucun poids et tout le monde rentre chez soi. Moi, sur le fond, on peut en parler pendant des heures. Est-ce que c'est une erreur de se priver ? Je suis pas un expert du Premier ministre haïtien, pourquoi pas, parlons-en. Par contre, c'est sur la forme, en fait. On se demande jusqu'où il va aller, en réalité. Jusqu'où ce président de la République va aller. Et il est allé déjà très loin. Il nous fait une conférence de presse en pleine nuit avec le drapeau américain à l'Élysée. Drapeau français, drapeau américain. Il faut s'en souvenir, quand même. En termes d'image. Bon. Dezio, il nous fait la même avec le drapeau du Liban. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, je vous parle en tant que président de la France, mais un peu du Liban aussi. Vous avez vu ? J'ai mis le drapeau libanais. Donc, ça me donne une espèce d'autorité sur le sujet. Donc, j'ai une légitimité sur le sujet. Je suis président de la République, je peux dire ce que je veux. Et d'ailleurs, je vais le faire. D'ailleurs, je vais vous expliquer. Je vais tout vous raconter. Et je vais aller au Liban. Je vais commencer à dire à la classe politique, certes, qui est corrompue, qui a plein de choses, etc. Mais vous vous déplacez dans un pays, vous commencez à leur dire, mais voilà, vous avez parlé d'OSS 117, mais c'est vraiment ça. Il va falloir grandir, les amis. Hein. Mais c'est vraiment ça, quoi. Il ne peut pas s'empêcher. Mais il ne peut pas s'empêcher non plus de le faire avec les Français. Rappelez-vous, il est ministre du budget et il dit aux gens, ces gens-là, je me retrouve avec des gens qui sont analphabètes. C'était en Bretagne, c'était avec les ouvrières de GAD dans le Finistère. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant. Je voudrais qu'on parle aussi de Boualem Samsal, cet écrivain arrêté à Alger, et puis de Rima Hassan, l'un peut-être lié, qui publie, qui tweet « Immense victoire, nous avons gagné devant le tribunal administratif contre la décision du directeur de Sciences Po d'interdire ma conférence ». On y revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. De retour pour commenter l'actualité. La justice a donc ordonné à Sciences Po Paris de maintenir une conférence de la députée européenne Rima Hassan. Elle avait été interdite pour cause de troubles à l'ordre public. C'était une conférence intitulée « Perspectives humanitaires, juridiques et géopolitiques sur un embargo sur les armes à Israël ». Immense victoire. Il est enjoint à l'IEP, dit Rima Hassan de Paris, de trouver une nouvelle date. Le directeur de Sciences Po n'avait pas autorisé cette conférence, donc pour risque d'atteinte à l'ordre public. Je vois que quand d'autres personnes sont interdites de conférences, il n'y a pas de plainte, les gens se résignent en général. Et là, en fait, c'est allé en justice. Peut-être, Régis, un mot sur ça ? Alors, deux observations. La première, c'est que la justice, c'est la justice administrative qui a été saisie. Il y a une interdiction pour, si vous voulez, cette conférence est considérée comme l'exercice de la liberté d'expression, comme une manifestation. Et donc, il y a un pouvoir administratif d'interdiction à partir du moment où il y a des risques de troubles à l'ordre public. Voilà. C'est pas sur le contenu, c'est pas sur les personnes qui veulent s'exprimer, c'est sur les conséquences que ça aurait. Donc, on saisit le juge administratif. Et c'est pas, c'est la justice, c'est une des parties de notre justice qui a pris une décision en disant voilà,
il n'y a pas de risque de trouble à l'ordre public, parce que vous devez l'assurer, etc. Et deuxièmement, je vous donne une injonction, ça c'est les compétences du juge administratif, d'organiser une conférence, puisque celle-ci, là, question de date, ne peut pas avoir lieu. Ça, c'est la première observation. Je fais aussi une observation politique. Cette façon de crier victoire est ridicule, parce que en fait, c'est ce défaut qu'ont les politiques français qui, en général, ont une culture juridique assez faible et qui passent leur temps à faire de la politique par juge interposé, à instrumentaliser la justice à des fins politiques. Non, c'est une décision d'espèce. Il y en aura peut-être une autre demain qui sera différente en fonction de l'appréciation des risques. Mais je crois que Madame Rima Hassan serait bien avisée d'être très souvent beaucoup plus discrète. Je suis pas sûr qu'elle serve bien sa cause avec cette façon de mettre de l'huile sur le feu et de crier victoire pour ce qui est un épisode normal dans la vie d'un système démocratique. Ouais. Elle fait de l'agite-prop, donc oui, elle fait de l'agite-prop, donc c'est normal qu'elle crie victoire. Elle aurait perdu, elle se serait roulée par terre devant les caméras en disant c'est horrible, on m'empêche de parler, etc. Évidemment, elle fait de donc tout est utilisé. Je veux dire, c'est la fameuse phrase de Jean-Luc Mélenchon, il faut tout conflictualiser. Donc voilà, elle conflictualise tout. Elle est là pour ça, elle fait ça pour sa cause. Peut-être qu'elle le fait très bien. Pour les Français, c'est une autre histoire. J'ai peur malheureusement que on soit parti sur une dérive permanente en vérité. Ce n'est que ça, systématiquement. Alors évidemment, on peut se dire pourquoi elle n'aurait pas le droit de tenir réunion. Parce que déjà, c'est dans l'enceinte de Sciences Po. Donc déjà, c'est pas une salle qu'elle a louée, c'est dans Sciences Po. Donc là, ça change quand même un peu la nature. Alors, que les gens de Sciences Po n'ont pas hésité. Est-ce qu'il y a des politiques qui sont invités à Sciences Po? Ah oui. Oui, il y en a beaucoup qui sont interdits. Oui, mais pour le coup, c'est le principe. Il y en a beaucoup qui sont interdits. Oui, mais qu'il y ait des conférences qui parlent de sujets politiques dans un institut d'études politiques, pour le coup, ça ne me choque pas. Oui, mais invité par qui, monsieur? Là, parce que là, il faut quand même lire le communiqué de presse. Hein. Oui. La conférence, ça s'appelle Perspectives humanitaires, juridiques et géopolitiques sur un embargo sur les armes à Israël. Déjà, vous avez tout. Quand c'est long comme ça, généralement, c'est extrême gauche. Je parle pas du fond. Avec je parlais sur le organisé par l'association Student for Justice. Oui, mais sauf qu'il y a un P à la fin. Ouais. Student for Justice for Palestinians. Ok. Donc ça, on le dit pas assez. On oublie dans le communiqué de presse de l'AFP de dire que c'est une organisation pro-palestinienne. Il y a des politiques qui viennent, vous avez raison, et c'est bien normal dans une école politique. Mais c'est parce que les professeurs, parce que le collège de professeurs invite des personnalités politiques pour en parler. Non mais énormément. Oui, imaginez juste 2 secondes dans l'autre sens. Si vous aviez eu une association pro-israélienne, déjà je ne sais pas si ça existe à Sciences Po, peut-être, je ne sais pas. Si vous aviez eu une organisation pro-israélienne qui avait invité un ancien ambassadeur d'Israël, d'ailleurs ils l'ont fait, ils l'ont invité, il n'a pas pu donner parole. Hein. Rappelez-vous, c'était il y a quelques semaines. C'est ça. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Et moi, je pense qu'on ne devrait pas dire je sais que je suis dans une vision un peu fantasmée de ce qu'a été Sciences Po, mais en tout cas de ce que devrait être Sciences Po. Mais il est dommage que une école qui se veut être une école d'élite et qui forme les futurs... C'est fini ça, hein. C'est terminé. Qui l'a été, ou qui... Quand les CV arrivent dans les grosses boîtes, ça c'est le dernier de la pile, hein, Sciences Po. Il est dommage que des débats apaisés et instructifs et avec... parce que la question que j'ai posée hors antenne pour savoir, c'était si Rima Hassan, c'est un débat, on peut effectivement parler... C'est pas un débat. On peut parler... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'un débat avec des contradicteurs où on peut effectivement ne pas être d'accord, ce qui est un peu le principe normalement de la démocratie et qu'on devrait pouvoir enseigner aux élèves de Sciences Po, pourrait être intéressant. Moi, ça ne me choquerait pas qu'il y ait un débat avec une association d'étudiants pro-palestiniens, avec une association, je ne sais pas, par exemple l'UEJF qui inviterait, même si il faut pas essentialiser, voilà. Mais je trouve ça dommageable. Moi, ce qui m'attriste, c'est premièrement la judiciarisation permanente sur ce que disait Régis, c'était très juste, c'est-à-dire de l'ajout de politique par juge interposé. Et deuxièmement, que des débats enrichissants, contradictoires, qui peuvent être âpres, mais qui sont toujours quand même dans le respect des personnes, ne puissent plus avoir lieu aujourd'hui dans ce pays. Ne nous illusionnons pas. Si elle fait ça à Sciences Po, avec l'aide de ces associations, donc je pense si on cherchait le financement, je pense qu'on tomberait à la renverse. C'est pour occuper le terrain à Sciences Po. C'est pour occuper le terrain parce que c'est symbolique. Et nous sommes communicants tous les deux, on sait ce que c'est que le symbole. C'est très important en politique. Rien ne
l'empêche, et même si je suis à 100% contre ce que dit Rima Hassad, je suis pour la liberté d'expression. Qu'elle puisse faire, qu'elle loue le gymnase Pablo Neruda dans le 94, là, et elle fera une conférence sur la Palestine, ça sera extraordinaire, et puis elle aura plein d'amis. On s'en fout. Là, ce qui se passe, c'est que c'est la prise en otage systématique de Sciences Po, qui est devenue une espèce d'AG permanente, avec des gens qui se déguisent. Alors je sais que leurs parents se déguisaient déjà en Bodoï dans les années 70, puis après déjà en Fédaïne dans les années 80, mais enfin au bout d'un moment ça va bien, quoi. Ouais. Bon, on va avancer. Je voudrais qu'on parle de Boualem Samsal, donc cet écrivain, philosophe algérien qui exprime avec une certaine un grand talent ce qui se passe dans son pays, l'Algérie. Il y est retourné parce qu'il envisage de s'installer en France. Il a la nationalité française. Il aurait été arrêté à l'aéroport d'Alger à son arrivée. Inquiétude évidemment sur ce qui peut lui arriver. Il a 75 ans. Peut-être qui veut en parler? Qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut faire la France? Emmanuel Macron a indiqué qu'il était très inquiet. Bon. Au-delà de ça, Régis, cette affaire. Je connais mal le fond du problème, enfin les prises de position de Boualem Sansal. Critique envers l'islam politique, le pouvoir algérien. Le peu que j'en connaisse, il a l'air extrêmement sympathique. Ce qui se passe, ce qui se produit là est inadmissible. C'est de l'arbitraire pur, on le voit bien. C'est une vengeance politique à laquelle il est confronté, et le pire, c'est qu'on n'a aucune espèce d'information sur son statut, sur sa situation. Est-ce qu'il est poursuivi en Algérie, en garde à vue? Qu'en est-il? Et ça, la France devrait élever le ton. Il est devenu... Parce qu'il est visiblement... la nationalité française, et il est devenu français, je suis désolé. Mais pas pour les Algériens, qui n'acceptent pas la double nationalité. Mais la question qu'on peut se poser, s'il n'est pas... s'il n'est pas l'objet finalement le symbole des dissensions qu'il y a entre Alger et Paris, avec la prise de position le réchauffement des relations avec le Maroc, entre autres. La question que je me pose, c'est que vu sa personnalité, vu la place qu'il a désormais dans notre pays, je ne sais pas pourquoi il s'est rendu en Algérie. Vous le savez peut-être, Valérie, mais il s'est un peu jeté dans la gueule du loup, parce que les rapports sont exécrables et le gouvernement algérien n'a pas d'état d'âme en ce qui concerne le respect de certaines normes, de certains principes. Donc il faut que la France mette tout son poids dans la balance pour récupérer un de ses nationaux. L'Algérie le fait aussi en connaissance de cause, en sachant que ça va provoquer cet émoi en France, et ils en sont vraisemblablement ravis. Il y a une loi en Algérie qui interdit de parler de ce qui s'est passé pendant la guerre civile. Or, Boualem Sansal en France prend régulièrement l'exemple de ce qui s'est passé justement pendant cette guerre civile, dont on n'arrive pas à savoir si elle avait été organisée au début et qu'elle a échappé à ses organisateurs. Est-ce que il y avait d'autres éléments politiques intérieurs ou géopolitiques qui ont fait que cette situation on a du mal à imaginer ce qu'a été la guerre civile en Algérie, et l'horreur que ça a été, vraiment l'horreur. Alors, on se rappelle des moines de Tibéride, évidemment, mais ça c'est rien. Je veux dire, c'est pour vous dire quand même l'horreur totale que ça a été. Des deux côtés, toutes les guerres civiles, c'est affreux. Voilà. Ouais. Or, justement, pour éviter d'en parler, parce qu'il vaut mieux nier ce qui a existé, il est interdit d'en parler en Algérie. Il se trouve que Boualem Sansal a aussi la nationalité algérienne. Il est retourné là-bas. Je pense qu'ils lui font payer très très cher, non seulement les relations diplomatiques exécrables entre la France et l'Algérie, mais aussi et surtout ses propos sur ce qui s'est passé lors des années 90 en Algérie. Juste le point, selon des sources citées par Le Point, des déclarations récentes de l'écrivain aux médias Livre Noir, qui est devenu Frontières. Boualem Sansal expliquait en effet que quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc, Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascara. Il réclamait également... Il rappelait la revendication des Marocains sur ces territoires et accusait le régime algérien, un régime militaire, je cite, d'avoir inventé le Front Polisario pour déstabiliser le Maroc. Donc ce sont des
Voilà, non, après, c'est des vrais propos voilà, qui lui appartiennent et qui ne vont pas plaire à l'Algérie. Mais on est dans une crise sans précédent. Avec l'Algérie, rappelez-vous ce qui s'est passé au moment de Naël. Le pouvoir algérien avait directement réagi. Rappelez-vous ce qui s'est passé il y a encore quelques jours avec Kamel Daoud, qui remporte le prix Goncourt et qui, au lieu de s'en féliciter, le pouvoir algérien dénonce le fait qu'il aurait volé l'histoire de quelqu'un là-bas, parce que Kamel Daoud ne s'inscrit pas non plus dans la tradition entre guillemets algérienne et dans l'amour de l'Algérie. Et il défend de l'autre côté plutôt la République française. Voilà. Ouais. Donc à partir de là, Boualem Sansal, c'est vrai qu'il a pris un vrai risque en rentrant en Algérie, mais il faut que la France aujourd'hui réagisse. Moi, j'ai pas lu, alors peut-être que ça m'a échappé, mais j'ai pas vu de réaction politique officielle de la part de la France. Si, inquiétude. Mais il n'y a pas eu de demande, il n'y a pas eu de demande lancée. Par le Quai d'Orsay. Enfin, il faut, je pense, très vite réagir. Je crois qu'on n'a pas de nouvelles de la part de Boualem Sansal depuis le 16 novembre. C'est énorme. C'est quand même énorme. Donc on sait a priori qu'il a été emprisonné. On connaît pas ses conditions. Bon, c'est assez inquiétant quand même. Et ne pas réagir, Alex a raison, ce serait un aveu de faiblesse terrible. C'est un test qui est, il faut pas être naïf, qui est tendu pour voir la réaction de la France. Peut-être rappeler aussi que la dérive autoritaire totale du régime algérien, détenu effectivement par une sorte de junte militaire, un pays qui va quand même assez mal, avec une jeunesse désœuvrée et des taux de chômage énormes. Et comme toujours dans des régimes où ça va mal, on essaye de masquer cette réalité par un autoritarisme et par des dissuasions et en créant des Et donc c'est une nouvelle dissuasion, un nouveau feu allumé par le gouvernement algérien pour essayer de masquer en fait la réalité de son pays. C'est un pays qui vivait de la rente pétrolière, avec un système de répartition de droits sociaux absolument. Et qui avait fait le choix stratégique du grand frère soviétique. Oui. Exactement. Bon, mais Emmanuel Macron donc se dit préoccupé pour l'instant. Donc on attend la suite. On se retrouve juste après la pub dans quelques instants. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio. Si vous voulez vous amuser, allez voir sur le site de Paris Match. Il publie les questions qui sont posées aux Miss France pour les tests de culture générale. Moi, j'avoue qu'il y a des questions. Peut-être un de nos chroniqueurs veut être candidat, c'est ça? Peut-être. Je remarque que la première question, combien de médailles au total la France a-t-elle remporté aux Jeux Olympiques de Paris 2024? Moi j'ai 46, je crois, mais je peux me tromper. D'ailleurs, je me trompe. Moi je pense aussi que c'est une quarantaine, mais je sais. À mon avis, c'est peut-être le 64. Ah ouais. Voilà. Pessimiste de nature, c'est le français. Voilà. Le français est pessimiste de nature. Voilà, après, mais c'est le test de culture générale qui appuie à Sciences Po, donc elle compense. Que célèbre-t-on le 14 juillet en France, jour de la fête nationale? Bon, après, il y a quelle chanteuse et l'égérie de la nouvelle campagne de publicité pour le parfum J'adore de Dior? C'est assez éclectique quand même. Oui, c'est assez éclectique. Rihanna, Taylor Swift, Beyoncé ou Angèle? C'est Rihanna. Voilà, bon, c'est assez amusant parce que vous essayez d'y répondre et il y a des questions franchement qui sont assez compliquées. Revenons à des choses plus sérieuses. Le budget de la Sécu, le Sénat qui a voté une nouvelle contribution de 7 heures de travail sans rémunération par an. 7 heures par an, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais encore une fois, mais c'est un symbole. C'est nous qu'on paye. C'est ça. On a eu plein de fois cette conversation ici. Je comprends qu'il faille faire des efforts, mais c'est toujours la même question. On a quand même l'impression que les efforts sont toujours demandés à la même catégorie, c'est-à-dire aux actifs. On parlait de l'exemplarité, c'était notre sujet au début d'émission sur un autre thème avec Régis, mais il y a quand même ce côté d'exemplarité avec, on sait, on l'a déjà parlé là aussi, le nombre de dépenses publiques pour des organismes, des opérateurs de l'État, le fameux millefeuille administratif, qui ne sont pas forcément, loin de moi l'idée de vouloir dépouiller les Français des services publics, mais on sait qu'il y a quand même des opérateurs qui coûtent très cher, et il y a aussi la question de la solidarité avec le grand âge, et là aussi, les études prouvent, je mets de côté les petites retraites, qu'il y a quand même dans notre pays un sujet de vivre mieux
ou au moins vivre aussi bien pour la génération qui travaille que la génération d'avant. Et on va dire à nouveau que les actifs doivent faire des efforts pour la génération d'avant. Avec quand même ce sujet qui est de dire en fait on veut absolument continuer à ce que les pensions de retraite soient indexées sur l'inflation. Ok, très bien, mais les salaires ne le sont pas. Mais la question c'est de trouver de l'argent. Pourquoi ne veut-on toujours trouver de l'argent et faire des efforts sur les personnes, les Françaises et les Français qui travaillent? C'est même pas les actifs. Sur les entreprises et sur les actifs. C'est ce qui se passe sur le jour férié supplémentaire. Mais la question, et c'est un peu ce que disait... Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'aller faire des économies ailleurs? C'est quand même extraordinaire. J'emploie toujours cette... on peut l'utiliser pour tout d'ailleurs. On nous a... je veux dire... 2017, on nous vend la Startup Nation, on a rallumé les centrales à charbon. On nous vend la Startup Nation, on a rétabli le servage. Alors c'est un servage 2.0, vous inquiétez pas. Vous serez obligé de rendre 7 jours alors ça sera plus aux seniors, ça sera au pays. Et en même temps, vous avez même pas 50% des foyers qui payent l'impôt sur le revenu. Enfin, je veux dire, tout ça est complètement délirant, quoi. On va demander à des gens. Et puis quoi encore? Non, mais c'est que... Juste, excuse-moi, pour te répondre, c'est juste aussi quand même que c'est quand même un Premier ministre de droite, Michel Barnier. Mais c'est pas de droite, c'est de la droche. Il faut arrêter. Ok, mais n'empêche que tu parles de Startup Nation. Moi, je suis chef d'entreprise. Il y a eu des primes Macron, ce qu'on appelait la prime Macron, qui a encouragé. Donc le business, c'est de passer avec la Sibille. Bonjour, je vais passer parmi vous. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'on encourageait le travail. Là, on n'encourage pas le travail en faisant ça. Premièrement, deuxièmement, mais est-ce que c'est la question? Est-ce qu'aujourd'hui on veut faire des économies? Mais c'est combien? Ça va être combien? Ça va rapporter combien? 2,5 milliards. Ok. Super. Et vraiment, 3 200 milliards pour une contre 2,5 milliards d'euros chaque année au secteur de l'autonomie. En fait, c'est des bouts de ficelle à chaque fois. C'est vraiment, on essaie de trouver quelque chose pour faire en sorte de sujet générationnel d'une génération qui vit moins bien que la génération d'avant. Et encore, je ne parle pas de la génération qui arrive derrière et à qui on va demander de faire sans arrêt des efforts. Mais écoutez ce que disait, alors Régis, je ne vous oublie pas, mais écoutez hier ce que disait Christophe Béchu, c'est-à-dire on est tous tombés de notre chaise quand on a entendu que les parents dont les enfants ont été à qui les enfants ont été retirés et placés dans des foyers ou d'autres familles continuent à toucher les allocations familiales. Enfin, il y a quand même un ménage sur un certain nombre de prestations sociales. Il y a des aides. Eric Damécourt hier nous disait la même chose. Régis, il y a des économies à faire et on n'a pas l'air de les chercher. Non. Régis. Attendez. 3 choses. Premièrement, je suis le seul boomer autour de cette table, même si je suis à distance. Ok, boomer. Je trouve vraiment impressionnant au plan politique. Je me demande où ces gens-là habitent, quoi. Ils sont face à quel réel? Je parle des sénateurs, pour venir dire, ils sont tous âgés, ils sont tous en général en moyenne boomers. Les boomers, ce sont ceux qui sont issus du baby-boom de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Donc, et ils viennent dire, vous allez devoir travailler pour effectivement s'occuper du grand âge. Alors c'est vrai, il faut s'occuper du grand âge, mais cette façon de le présenter dans un pays, en plus, qui est en difficulté, dans un pays qui est dans une situation politique, mais extrêmement compliquée, grâce à son président, avec sa dissolution, qui est dans une situation financière dramatique, une situation économique très dégradée, et ces gens-là viennent sortir cette proposition qui devrait rapporter 2 milliards. Moi, je vais tout de suite en faire une autre, tout de suite. Le problème, c'est que politiquement, elle est moins facile que de rester enfermé dans ses bureaux du Palais du Luxembourg. Vous savez, Lacan, je ne suis pas freudien du tout, mais le psychanalyste disait, le réel, c'est quand on se cogne. Ils vont finir par se cogner, ces gens-là. Alors, la mesure que je propose, elle est très simple. On a parlé des allocations pour les parents dont les enfants ont été placés, mais justement, la compétence enfance sont les conseils généraux qui l'ont, ce sont les ASE, aide sociale à l'enfance, et il y a un trafic dans notre pays pour faire venir des immigrés, des filières d'immigration qui font qu'on a les faux mineurs non accompagnés. J'ai beaucoup travaillé sur cette question, j'ai traité pas mal de dossiers. L'économie, si on arrêtait ce genre de choses, serait de 3 milliards d'euros par an.
de 3 milliards. Seulement, on n'y touchera jamais. Parce que là, on aura les belles âmes qui diront, mais comment, mais vous voulez leur demander l'âge qu'ils ont, vous voulez faire des tests osseux, etc. Et on aura tous ceux qui portent leur antiracisme comme un signe extérieur de richesse qui viendront vous dire non. C'est beaucoup plus facile de dire, voilà, eh bien, vous allez travailler gratuitement, symboliquement, mais c'est terrible, vous allez travailler gratuitement pour subvenir aux besoins d'une génération qui vous laisse un pays dégradé. Bon, Comment politiquement on peut s'en tirer? Je ne sais pas, il y a plein de pistes, mais qui visiblement ne sont pas explorées. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est Alexis Poulain qui sera avec vous. Je vois Philippe David rentrer également, donc je m'interrogeais de savoir qui était là. Voilà. Merci à vous et très bon week-end. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.